Vladimir Poutine est-il un danger pour l'humanité? La réponse dans cette vidéo. Ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine, cette invasion de l'armée russe, j'ai l'impression que c'est du déjà-vu. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a une dizaine d'années de cela, en Géorgie, il s'est produit exactement la même chose. À l'époque, le chef de la Géorgie, le chef d'État de la Géorgie, c'était Mikhail Saakashvili. Et il voulait un petit peu remettre de l'ordre en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Le truc, c'est que il avait peur d'y aller, parce qu'il y avait Poutine de l'autre côté. Mais les Américains lui avaient dit « Mais non, vas-y, on est avec toi. Si Poutine venait à intervenir, on serait derrière toi. Ne t'inquiète de rien. » Donc le gars, il est parti en confiance. Sauf que Poutine, pour lui, c'était une ligne rouge qui avait été franchie. Et il est intervenu. La Géorgie se souvient d'un conflit éclair qui a déchiré le pays. L'invasion russe en Géorgie, c'était il y a 11 ans. Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, la Russie vient défendre l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, deux régions séparatistes de son petit voisin géorgien. L'occupation, c'est la douleur qui devrait nous unir tous. C'est une douleur et un défi à l'échelle nationale. Je suis confiant, la Géorgie surmontera l'occupation. Cette occupation dont parle le Premier ministre, c'est celle des forces russes, qui sont toujours présentes dans les deux provinces rebelles. L'Union européenne a réitéré son soutien à Tbilissi et condamné les actions de Moscou dans la région. Le seul problème pour le gouvernement géorgien, c'est qu'il n'y avait personne derrière eux. Les Américains n'étaient plus là. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose qui s'est reproduite avec l'Ukraine. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a poussé l'Ukraine vers le Donbass. On leur a dit « Mais allez-y, récupérez le Donbass, c'est à vous et on sera derrière vous. » Et au moment où ils sont partis et que Poutine est arrivé, il n'y avait plus personne derrière les Ukrainiens. Et aujourd'hui, ce que tu vois, c'est Zelensky dans les rues en train de dire « Aidez-nous, intégrez-nous dans l'Union européenne, on a besoin de vous. » Без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні! Mais il n'y a personne qui vient pour aider les Ukrainiens. Si, il y a quand même quelque chose. Il y a des sanctions. Apparemment, la FIFA a sanctionné la Russie et ils ne participeront pas au prochain Euro et à la prochaine Coupe du Monde. Je veux dire, ça met un stress à Poutine, ça, tu vois. Là, je pense que Poutine est en train de dire à ses gars « Oh, les gars, on arrête tout, on rentre. Non, on rentre, parce qu'on ne pourra pas jouer la prochaine Coupe du Monde, les gars. » Poutine, au fait, les sanctions, il leur fait pipi dessus. Parce qu'un jour, il a expliqué c'était quoi le vrai sens d'une sanction, lorsqu'il parlait des sanctions qu'on avait appliquées sur la Corée du Nord. Те, кто пытается разговаривать с Северной Кореей с позиции силы, укрепляют северокорейский режим. Вот все говорят о необходимости дальнейшего усиления санкций в отношении Северной Кореи. Но это Северная Корея, небольшая страна, она живет в условиях этих санкций уже десятилетия. И что? Вот смотрите, в 2001 году, по-моему, в 2001 по дороге в Японию, я был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба. Ну да. И больше того, сказал, что мы с помощью достаточно простых артиллерийских систем легко достанем до Сеула.
Это было когда? В 2001 году. Сейчас 2017, страна живет в условиях постоянных санкций. Вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем теперь ракеты средней дальности. 2700 километров, а то и больше, уже 5000. Что изменилось? Разве это путь, который способен решить проблему? Да нет. Мы же видим, что происходит совсем все наоборот. А ведь был момент, когда, в принципе, с Северной Кореей договорились. Договорились, и она взяла на себя определенные обязательства. Прекратить военные ядерные программы. Нет, надо было буквально там через неделю заблокировать счета северокорейских банков. Потому что кому-то показалось, что те обязательства, которые Корея Северная на себя взяла, слишком малы. Они могут и должны сделать больше. Но договорились-то именно о том, о чем договорились, а не о чем больше. Зачем надо было их провоцировать? Они тут же вышли из всех договоренностей окончательно и начали развивать свою ядерную и ракетную программу. И теперь мы имеем то, что есть. И водородные бомбы вместо атомной, и ракеты еще, кроме артиллерийских систем, в том числе систем залпового огня, которые бьют на 60, минимум на 60-70 километров, и неизвестно, где они зарыты у них там, и где спрятаны. Поэтому просто вот эта воинственная риторика, она опасна. Давайте совсем уж прямо скажем. Можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно. Потому что наверняка никто не знает, где и что, никто не знает, где и что у них есть. На 100% никто не знает. Это закрытая страна. Вот и все. Вот вам ответ. А нужна тогда эта риторика? Нет, я думаю, что нет. Donc, si tu es chef d'État et que tu es conscient qu'en réalité, mettre des sanctions à Vladimir Poutine et à la Russie, c'est un petit peu comme prendre une boule de plume et de la jeter en pleine face de Poutine, pourquoi tu le fais? La vérité, c'est que les sanctions, ça n'arrête pas les balles. Les sanctions, ça n'arrête pas les missiles. Les sanctions, ça n'empêche pas les morts, les victimes qui n'étaient pas coupables. Au fait, les sanctions, ça sert à ne pas perdre la face. Parce que tu es dans une position d'impuissance. Tu ne peux rien faire. Et c'est pas que les États occidentaux sont faibles, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'ils sont coincés. C'est un petit peu comme la Corée du Nord. La Corée du Nord, on sait très bien qu'elle a l'arme nucléaire. Et c'est une des raisons pour laquelle elle n'est pas attaquée. Pourtant, en termes de PIB, elle vaut rien. Je veux dire, en termes de puissance générale, la Corée du Nord, c'est rien. Pourtant, il n'y a personne qui peut l'attaquer. Il n'y a personne qui peut se permettre d'essayer d'attaquer. Et je me souviens que, quand j'étais plus jeune, je regardais les Guignols de l'info sur Canal. Et il y avait une scène qui m'avait toujours marqué. C'était le président coréen du Nord, Kim Jong-il, à l'époque, qui était en train d'insulter et de cracher sur la face de George Bush. Et lui, il faisait rien. Et Monsieur Sylvestre, diplomate américain. Fils de pute d'américain de ta race. Oui, bonsoir aussi. Messieurs, l'axe du mal défini par George W. Bush comprend notamment la Corée du Nord et ce week-end, cette Corée a menacé, je cite, de débarrasser la terre des États-Unis. C'est une menace grave, une déclaration de guerre. Non, c'est pourquoi pas. Prévention, nous allons raser l'Irak. Grosse pédale américaine de merde. Justement, dans la... Oh, je crois pas, il n'y a aucune raison. Tête ta gueule, fous le con, dégage, tire-toi. Bien, le temps passe et il faut songer à vaquer. Nous avons une guerre en préparation et... Dégage, on veut plus voir ta sale gueule de merde. Bon, on s'appelle, hein. Mais, vous partez? Vous avez peur? Non, c'est pas ça, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte avec le froid, là. Tu es un tic de papier avec des couilles de crevettes à l'ail. Mais où est-elle, la première puissance militaire du monde? Vous la verrez en Irak, monsieur, hein. Casse-toi. Pourquoi? Parce qu'au fait, les Nord-Coréens, ils ont adopté la technique du porc-épic. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, le porc-épic, c'est un petit rongeur. D'accord? Je veux dire, c'est un rongeur, il casse pas trois pattes à un canard. Mais le truc, c'est qu'il a des aiguilles dans le dos. Et tu peux être un lion, tu peux être un léopard, tu peux être n'importe quel animal féroce dans la savane. Si tu veux t'attaquer au porc-épic, tu prends des risques.
parce que tu pourrais en mourir. Donc tu vois, la Corée du Nord, c'est un petit peu un porc-épic. Tu sais pas par où l'attaquer, tu vois. Il y a des pics partout. Donc, tu laisses aller. Et la Russie, c'est un plus gros porc-épic. Et là, tu as encore moins de chances de l'attraper, tu vois. Et donc, toute l'idée de la vie, c'est quoi? C'est de se dire que le monde, c'est un rapport de force constant. Mais c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus fort qui a l'hégémonie du pouvoir. Je pense que ce que nous démontre le monde, la géopolitique du monde, c'est que c'est celui qui a l'arme la plus sophistiquée. Et c'est une des raisons pour lesquelles Poutine est un danger. Tu vois, là, Poutine, il est chaud. Il est chaud et il a dit à son ministre de la Défense de sortir les armes nucléaires. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Alors moi, les armes nucléaires, je pense à quoi? Je pense directement aux bombes qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki au Japon. Mais apparemment, il a une arme encore 100 fois plus puissante, même plus encore, qui s'appelle Satan II. Expliquez-nous, Rémi. Vladimir Poutine a annoncé hier qu'il mettait en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. Quelle menace représente aujourd'hui l'arsenal nucléaire russe? Eh bien, c'est tout simplement le plus grand arsenal nucléaire du monde devant les États-Unis. Les Russes possèdent, d'après les experts, plus de 6000 ogives nucléaires. Alors là-dedans, il faut faire le tri. Il y a des ogives qui, en fait, ne sont pas opérationnelles, qui sont en réserve, qui sont en fin de service. Mais même si on regarde uniquement les ogives opérationnelles, ce qu'on appelle les ogives déployées, ça reste colossal. La Russie en possède plus de 1600 têtes nucléaires prêtes à être lancées depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion. Alors les États-Unis en ont un peu plus, mais les deux pays ont augmenté leur arsenal l'an dernier. Ils s'étaient mis d'accord en 2010 sur une limite à ne pas dépasser, mais ils s'approchent de cette limite. Et surtout, depuis 10 ans, la Russie a largement modernisé son arsenal. Elle a dépensé énormément d'argent pour ça. Et d'ailleurs, l'OTAN le disait encore récemment, dans le domaine nucléaire, la Russie impose désormais des défis d'un genre nouveau. C'est-à-dire, ce sont des missiles encore plus puissants? Oui, des missiles que Vladimir Poutine présente fièrement lui-même ces dernières années, notamment celui qu'on surnomme Satan II, c'est l'OTAN qui le surnomme comme ça. Satan II, c'est le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu, un missile qui peut frapper à plus de 10 000 km et qui peut détruire un territoire grand comme la France ou comme le Texas. C'est ce que disent en tout cas les autorités et les médias russes. Il faut se méfier évidemment des annonces de la communication, mais d'après l'OTAN, la Russie travaille effectivement sur de nouveaux types de missiles, en particulier des missiles hypersoniques, c'est-à-dire des missiles qui volent à une vitesse extrêmement élevée, à une faible altitude et qui en plus peuvent manœuvrer en vol, ce qui les rend très difficiles à tracer pour l'adversaire. Alors ces missiles sont aujourd'hui en phase de test, mais ce qui est sûr, c'est que la Russie possède déjà des armes extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que celles qui avaient frappé Hiroshima ou Nagasaki, et certaines de ces armes sont en position de frapper l'Europe. C'est pas tout à fait rassurant votre chronique, j'avoue. La situation est chaude. Je veux dire, il y a de quoi s'inquiéter, parce qu'on est en plein dans la zone qui va se faire peut-être sataner. Tu vois ce que je veux dire? Mais par rapport à Vladimir Poutine, il y a un passage médiatique qui m'a marqué. C'est celui-là. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет? Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да.
Я поддерживаю предложение о признании независимости. Certains ont dit, regardez Vladimir Poutine, il est en train d'humilier son chef du renseignement, il veut montrer sa puissance, sa force, il gonfle les muscles, il humilie les autres. Non, je pense pas que c'était ça en fait. Je pense que Vladimir Poutine était sous tension. Et tu le vois, hein, il a un sourire, mais un sourire avec des crocs acérés, tu vois. Il est sous tension, il est nerveux. Regarde juste sa position sur la table. Quand il a les deux coudes posés sur la table et la tête en avant, tel un félin qui s'apprête à chasser une proie, il est en mode attaque. On a vu ça quand Macron est venu le rencontrer, avec cette table qui les séparait. Discussion directe, mais je pense que, en tout cas, nos contacts n'ont jamais cessé pendant ces 2 années. Et de plus, le volume de nos échanges, malgré la pandémie, a augmenté. Si au moment de la pandémie, il avait baissé de 15%. Tu vois, cette position-là, elle veut dire beaucoup. Il est agacé, il est nerveux. Et ça me rappelle encore une autre situation où il était agacé par l'un de ses ministres. Да, я прерву на секундочку. Андрей Юрьевич, как вы прокомментируете? Вот как вы это прокомментируете? Доллары в рубли. Перевод для севидорных компаний. Поручение президента. Мы по этому поручению отдельно доложим по выполнению этого поручения. Ну, в этом направлении двигаетесь? Безусловно. Да? Есть какие-то трудности? Трудностей нет. Ну а что? Вы не хотите говорить под камерой? Какие-то проблемы есть? Проблем нет, потому что мы все сделаем, исполним, доложим, соответственно. Сделаем, исполним, доложим, соответственно. Ну, у вас возражения какие-то есть по этому? Нет, у нас нет возражений. Нет? Ну да, в чем дело? То давайте сделаем. Возражений нет. Это действительно повышает, ну, еще один шаг в укреплении национальной валюты. Là, Poutine, il est en mode félin. Un félin prêt à attaquer, tel un lion, tel un tigre, tel un jaguar. Tu vois, il a sa tête penchée en avant, vers son interlocuteur, vers sa proie, les coudes posés. Il bouge plus, son corps ne bouge plus, ses yeux sont fixes sur sa proie. Le mec, il est grave énervé, grave nerveux. Et il n'a pas besoin de démontrer sa puissance. Et parce qu'il est déjà puissant, il le sait. Et tu vois, je suis d'accord avec François Hollande. Enfin, à moitié d'accord. François Hollande avait dit que c'était du bluff quand Poutine avait dit qu'il allait sortir ses armes nucléaires. Et pourquoi est-ce que je suis à moitié d'accord? Parce qu'à un moment, on avait posé la question à Vladimir Poutine. On lui avait dit, est-ce qu'il y a un risque de 3e guerre mondiale? Et voici ce qu'il avait répondu. Et y a-t-il une menace d'une 3e guerre mondiale? On peut citer Einstein qui a dit, je ne sais pas par quel moyen sera conduite la 3e guerre mondiale, mais la 4e sera conduite avec les bâtons et les cailloux. Donc, la 3e guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Si on utilise les armes nucléaires, c'est la fin de la civilisation humaine. Il n'y a plus personne sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, je sais pas si tu as vu, il y a quelques mois de cela, il y a eu une guerre entre la Chine et l'Inde. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Mais la Chine et l'Inde, c'est deux grosses puissances. L'Inde, elle possède l'arme nucléaire. Mais elle ne peut pas se permettre de l'acheter sur la Chine. Donc comment ils se sont fait la guerre? Ils se sont fait la guerre à coups de bâton. Je te jure, il y avait une frontière entre la Chine et l'Inde et les deux se disputaient un petit peu le territoire. Il y a eu des soldats chinois et des soldats indiens qui sont partis à cette ligne et qui ont commencé à se battre à coups de bâton.
Ce sont les 4 soldats et officiers chinois qui sont morts dans un affrontement à la frontière. Le plus jeune d'entre eux n'avait que 18 ans. La Chine les a honorés ainsi qu'un officier blessé avec des mérites de première classe et une reconnaissance en tant que héros. L'affrontement a eu lieu en juin 2020 lorsque des troupes étrangères sont entrées du côté chinois de la ligne de contrôle réelle. 2 mois plus tôt, les troupes étrangères ont violé les accords conclus entre les deux parties, tentant de changer le statu quo en construisant des routes et des ponts à la frontière. Ils ont également traversé la frontière du côté chinois pour installer des tentes. Le jour de la rencontre meurtrière, le commandant du régime chinois, Chi Fa-bao, a dirigé quelques soldats pour négocier. Cependant, ils ont été confrontés à de violentes attaques. Avec un nombre beaucoup plus important de soldats, les troupes étrangères ont tenté de forcer les troupes chinoises à céder, mais ils ont fait face à une résistance tenace et les deux parties ont subi des pertes. À l'arrivée des renforts du côté chinois... Le truc, c'est quoi? C'est que ça prête à rire quand on le voit comme ça, mais il y a eu des morts des deux côtés. Tout ça pour dire que ces deux pays sont bien conscients de l'implication d'utiliser des armes à feu, des armes nucléaires. Parce que ça pourrait monter en cascade et finir extrêmement mal pour tout le monde. Donc, Poutine, il est totalement conscient de ce qu'est une arme nucléaire, des conséquences de l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a menacé l'Occident? Pour quelle raison? Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais quand tu regardes les médias, tu as l'impression qu'on est beaucoup dans l'émotionnel et qu'on n'est plus trop dans le rationnel. Et le truc, c'est que ce soit d'un côté occidental ou d'un côté russe, tu vois, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et le problème, c'est que là, on commence à être trop en surface. On est en train de hitlériser Vladimir Poutine. Or, on ne prend pas conscience des conséquences que ça peut avoir. Parce que ça ne va mettre que de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ce qu'on oublie de dire, c'est que les Russes ont perdu des gens à cause de la guerre face à Hitler. Mais ils n'ont pas perdu 1 million de personnes. Ils n'en ont pas perdu 6 millions. Ils n'en ont pas perdu 10 millions. Il y a eu 20 millions de morts parmi les Russes lors de la Deuxième Guerre mondiale. 20 millions. 20 millions, c'est quoi? C'est tu prends la Belgique, tu tues tout le monde. Et une fois que tu as tué tout le monde, tu rajoutes encore 10 millions de personnes. Et tu tues une deuxième fois tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque Russe a eu un membre de sa famille qui est mort à cause d'Hitler. Poutine, les parents de Poutine, ils ont vécu la famine. Ils ont vécu la famine à cause de cette Deuxième Guerre mondiale. Et ils en ont même perdu un enfant. Donc Poutine, quand tu lui dis Hitler, sachant qu'il a peut-être perdu un frère, quel effet ça va avoir sur lui? Il va encore avoir plus de détestation pour l'Occident. Donc tu vois, cette idée de mettre de l'huile sur le feu, d'être trop dans l'émotionnel, c'est pas bon. C'est contre-productif. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le rationnel et essayer de comprendre avec des lunettes rationnelles pourquoi est-ce que Vladimir Poutine nous menace. Pour quelle raison? Quand tu regardes les choses de manière logique, tu vois que la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Afghanistan n'a pas été gagnée par les plus puissants. Je veux dire, aujourd'hui en Irak, est-ce que l'Amérique a remporté la victoire? Je pense pas. En Afghanistan, ils se sont retirés. Au fait, Poutine, il n'a pas envie de s'enliser dans une guerre où les civils vont être armés et où il devra lutter contre des rebelles, etc. Parce qu'il sait qu'il va s'embourber. Donc, lorsqu'il te menace comme ça, il demande une porte de sortie. Je ne sais pas si tu as lu le livre « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Il y a un moment, dans un chapitre, il dit que le moment où le fauve est le plus dangereux, c'est lorsqu'il est coincé entre 4 murs et qu'il n'a plus de porte de sortie. Là, il va sortir ses dents, il va sortir ses griffes, il va tout faire pour s'en sortir jusqu'à la mort. Par contre, si tu lui ouvres juste une petite porte,
il va la prendre à 100%. Et c'est le fait d'ouvrir la porte qui fait que tu as remporté la bataille. Parce que premièrement, personne des deux n'a été blessé et c'est le fauve qui a pris la porte, pas toi. Donc personne dans ton armée n'est blessé. Et donc tu vois, Vladimir Poutine, pourquoi il est si agressif? Pourquoi il est si dur? Parce qu'il est au pied du mur. Parce qu'il sait ce que va coûter cette guerre. Parce que politiquement, ça va lui coûter. Parce que les Ukrainiens, c'est un peuple frère des Russes. Je veux dire, ils ont des familles en commun. Politiquement, ça pourrait lui coûter. Donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, toi-même dans ta vie, tu dois faire en sorte de ne pas être habité par l'émotion lorsque tu vois quelqu'un être en mode rage, en mode haine. Tu dois mettre les lunettes rationnelles, les lunettes de la logique et essayer de comprendre le comment du pourquoi. Et quand tu arrives à comprendre ça chez l'humain, c'est toi qui remportes la bataille. Alors tout ce que je viens de te dire là, ne le prends pas pour argent comptant. Pour moi, c'est une analyse, c'est mon impression, mais ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la première victime de la guerre, d'accord? Et même moi, je ne sais pas où est la vérité dans le fond. Mais ce que je remarque, c'est que là, tu vois, le monde en ce moment, il est trop dans l'émotionnel. Tu vois, on est trop dans l'émotionnel et on ne cherche pas à comprendre les causes, ce qui a amené au point où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. Or, pour pouvoir désamorcer cette bombe, il faut revenir à la source. C'est à la source qu'on trouve les solutions. Et tu vois, pour moi, cette situation, c'est une vraie leçon de vie. Aussi dramatique qu'elle soit, c'est une vraie leçon de vie. Parce que cette situation démontre que lorsque tu es dans l'émotionnel, tu n'es plus piloté par le rationnel. Et tu peux faire n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que tu es entrepreneur, tu es manager, tu vois, ou tu vas amener à être manager, ou même président. Je sais qu'il y a le futur Obama qui nous regarde, et c'est peut-être toi. Et le truc, c'est que tu vas faire face à des gens qui, émotionnellement, vont aller trop loin à un certain moment. Mais tu dois comprendre que quand une personne va trop loin dans la menace, dans l'attaque, alors qu'elle ne devrait pas réagir comme ça, c'est qu'elle a l'impression d'être au pied du mur. Et si toi tu commences à l'attaquer, la taper encore plus, elle va sortir les griffes. Et dans le fond, ça va créer une situation conflictuelle, très grave. Et personne ne va en sortir gagnant. L'idée de la vie, c'est quoi? C'est d'essayer de maîtriser ce côté émotionnel, de le mettre de côté et d'être piloté par le rationnel. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont pilotés par le rationnel qui trouvent des solutions. Quand tu es piloté par l'émotionnel, tu es dans le stress, tu es dans la peur, tu es dans le doute. Il y a plein d'émotions, plein de choses qui passent dans ta tête. Et tu n'arrives plus à y voir clair. Donc, je pense que une des clés pour réussir sa vie, pour être un pilote de sa vie, c'est d'être capable de mettre les lunettes de la logique quand tout autour nous pousse à être dans l'émotionnel. Parce que si tu arrives à mettre les lunettes de la logique quand tout te pousse à l'émotionnel, crois-moi, tu vas te différencier des autres. Et si tu arrives à te différencier des autres, c'est là que tu transformes ta vie. Parce que tu comprends, parce que tu vois la vérité, tu es clairvoyant, tandis que les autres sont aveuglés par l'émotion. Et c'est quand tu es clairvoyant que tu arrives à changer ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Comme je t'ai dit, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je t'ai dit. Comme toi, je suis à la recherche de la vérité. Et il y a des éléments que je ne trouve pas. C'est pour ça que j'aimerais te poser la question. Quelle est ton opinion à toi par rapport à ce conflit? Et si tu es ukrainien ou si tu es russe, comment est-ce que tu vois les choses? Quelles sont tes infos à toi? Partage-les en commentaire pour pouvoir nous permettre de nous enrichir et de mieux comprendre ce qui se passe. Sur ce, je te remercie d'avance.